société attend de ses services publics qu'ils protègent les plus vulnérables. Quand un drame de cette nature survient, beaucoup de citoyens ont le sentiment qu'il y a eu une rupture quelque part. À ce stade, je pense que cette affaire met en lumière une exigence forte. Comprendre précisément ce qui s'est passé, identifier les responsabilités éventuelles et corriger ce qui doit l'être. Les faits établis comptent davantage que les slogans, quels qu'ils soient. Un corps identifié donc comme étant probablement celui de Liana, une collégienne de 11 ans, disparue depuis le 29 mai, a donc été retrouvée hier, dans le silo d'une exploitation agricole du Gers. Je vous propose d'écouter pour les auditeurs d'Europe 1, que je salue d'ailleurs, et pour les téléspectateurs de CNews, écoutez François Tsiskevitch. Un barrage de gendarmerie est mis en place sur cette route située à une quinzaine de kilomètres de Fleurance. C'est non loin d'ici qu'un corps a été retrouvé dans un silo d'une exploitation agricole. D'après le procureur, il s'agit de celui d'un enfant porteur de vêtements similaires à ceux de Liana. Dans un communiqué, l'avocat de la famille de la collégienne de 11 ans exprime le plus grand effroi. La tristesse et la colère des parents ne sauraient être exprimées. Dans l'attente de l'autopsie, le temps est maintenant au recueillement et au deuil. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux recherches. Ces dernières heures, environ 170 militaires de la gendarmerie étaient encore déployés sur le terrain. Des opérations dans le centre de Fleurance, où la collégienne a été vue pour la dernière fois, mais aussi aux alentours dans les zones boisées, ou encore dans un lac minutieusement inspecté par les plongeurs. Encore une question à propos de l'affaire Liana. On le sait, une autopsie est en cours après la découverte du corps de cet enfant hier. Les enquêteurs tentent d'amasser le plus possible d'indices pour l'enquête, bien sûr. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aveux ? Pas du tout. C'est jamais nécessaire lorsque les faits sont accablants, sous réserve évidemment de la présomption d'innocence. Je peux vous dire que quand la personne a été mise déjà en prison, compte tenu déjà des charges qui pesaient, à tout hasard, de toute manière. Mais le fait, entre nous soit dit, on a découvert sans doute la pauvre malheureuse là où il travaillait. Il était le dernier à l'avoir vu, plus les présomptions de charges sur son attirance pour les petites filles. Très sincèrement, je plains l'avocat qui va devoir le défendre. Notre émission est évidemment bouleversée par les toutes dernières informations, puisque le corps retrouvé dans le Gers, c'est bien celui de Liana. Vous l'avez entendu avec Valentin, l'autopsie a déterminé que le corps retrouvé jeudi soir dans un site agricole est bien celui de cet enfant de 11 ans, collégienne disparue le 29 mai à Fleurance. Annonce faite par le procureur d'Agen. Les Français, Philippe, sont sous le choc. Ils sont bouleversés par la disparition de cette fillette de 11 ans. Et vous avez peut-être un mot à adresser d'abord à la famille, Philippe. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Quel mot ? Simplement ce qu'on peut dire, quand on est père de famille, qu'on a des enfants, on peut se faire le porte-parole de tout ce que pense la grande tribu, la France, le peuple français, et transmettre un message d'attention en disant à la famille, on partage votre tristesse. Toute la France est triste ce soir. Toute la France est brisée. Partage aussi votre colère. Et vous avez le droit de l'exprimer. Et nous avons le devoir de l'exprimer. Parce que c'est une forme de lucidité. La blessure la plus proche du soleil, la lucidité. Ceux qui ne s'émeuvent pas en cet instant ne sont pas des vrais Français. C'est toute la famille qui se regroupe autour de vous. La petite famille du Gers et de Liana. Et puis la compassion. Naturellement, la compassion, c'est un onguent sur la plaie qui n'est pas suffisant, mais il faut quand même que vous sachiez, vous la famille, que c'est toute la France qui se porte vers vous pour porter votre tristesse, votre colère, votre indignation et le cri qui ne s'éteindra pas. Vous avez parlé de tristesse, de colère, d'indignation. Colère au regard peut-être et très certainement du profil du principal suspect dans cette affaire, Jérôme B, visé depuis de nombreuses années par des plaintes, des signalements pour des faits de nature sexuelle sur des mineurs. Un drame national faisant réagir le président de la République en personne. Alors en déplacement au Monténégro aujourd'hui, je vous propose de l'écouter. Qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées
Il faut maintenant les clarifier. Et donc, ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence. Et donc c'est inacceptable. On ne peut pas regarder en face sa famille et lui dire que tout s'est bien passé, c'est faux. Donc comme vous, je suis choqué par ce qui s'est passé et par ce qu'on entend. Maintenant, on doit les clarifier en bon ordre. On doit laisser le temps minimal aux inspections qu'on a mandatées pour pouvoir clarifier cette situation. Et sur la base de travaux qui auront été établis, pouvoir justement, à ce moment-là, voir quelles sont les responsabilités collectives, systémiques, et les responsabilités éventuellement individuelles. Moi, je ne veux entendre aucun argument de moyens dans cette affaire. Parce que depuis 2017, j'invite chacun à regarder les moyens qui ont été mis dans la gendarmerie, dans la justice. Bon. Donc c'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité. Geoffroy Lejeune. Philippe, quelle est votre première réaction en écoutant le président de la République ? Ma première réaction, c'est qu'il parle depuis le Monténégro pour essayer de se dédouaner de sa responsabilité. Je suis désolé, je ne vais pas être gentil, mais je ne suis pas là pour ça. Il parle de responsabilité, l'honneur de la politique. Et je sais ce que c'est, j'ai été un homme public pendant longtemps. L'honneur de la politique, c'est qu'on assume sa responsabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le mot démission, quand on ne veut pas assumer sa responsabilité ou que le peuple vous renvoie. Parce que là, il est à la tête de l'État au nom de toutes les familles de France. Et on a vu depuis 10 ans comment tout s'écroule. C'est le commandant du Titanic qui vient nous expliquer à la télévision je comprends pas comment le Titanic a pu couler. Mais bonhomme, c'est toi qui commandes, avec tes flûtistes là, Darmanin et les autres. Et donc, moi, je demande de manière solennelle, personnelle, et au nom de beaucoup de Français, Monsieur le Président, il faut partir. Vous devez démissionner. C'est une question de décence, de dignité. Il faut partir, tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que depuis 10 ans, la justice française ne juge plus au nom du peuple. Et c'est de votre faute, parce que vous avez transféré la souveraineté. La justice, normalement, juge au nom de la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui est souverain. La justice, par délégation du peuple, juge les criminels. Mais à partir du moment où M. Macron, président de la République française, n'a qu'une préoccupation en tête, c'est de transférer la souveraineté à l'Europe, ce fameux concept, ce fameux fantasme du discours de la Sorbonne de 2019, la souveraineté européenne, alors la justice juge au nom de qui, au nom de quoi ? Ah oui, de l'état de droit. C'est donc l'état de droit qui a remplacé le peuple. Et on comprend ce que ça veut dire, l'état de droit. L'état de droit, c'est un bidule idéologique inventé par les juges, par les juristes. Vous savez, Royer-Collard disait « Les révolutions commencent toujours avec les juristes, ça se termine toujours sans eux ». L'état de droit, c'est quoi ? C'est une double préférence. C'est la préférence pour l'étranger sur le national et la préférence du criminel sur la victime. On est là, dans le sujet, au cœur du sujet. Et puis, après avoir transféré la souveraineté et donc avoir rendu les juges orphelins du peuple et inventeurs de leur propre état de droit, de leur propre jurisprudence sous la houlette des juges européens et de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait naturellement n'importe quoi par rapport aux familles et par rapport au principe de la vie, vous avez trituré la vie. Alors vous venez vous faire le défenseur de la vie des enfants, alors même que vous avez en 10 ans fait de la vie qui était un absolu, quelque chose de relatif. Vous avez mis dans la Constitution la fin des enfants à naître, dans la Constitution. Et vous êtes en train de faire voter à marche forcée, le 14 juillet, une loi qui nous met sur la voie de l'eugénisme, c'est-à-dire de l'enfant parfait, du vieillard parfait. Et qu'est-ce que vous croyez que la société pense de tout ça ? La société, elle marche au rythme de nos responsables. Si on dit à la société, aux enfants, aux criminels, à ceux qui sont des innocents ou qui ne le sont pas, voilà, pour tout le monde, ça sera le même tarif, la vie devient relative. Parce que ce qui compte, c'est la société hédoniste. Vous avez massacré la famille, un papa et une maman. Vous avez trituré la société, vous vous êtes fait faustien, prométhéen, vous avez voulu jouer avec tout ça. Voilà. Et puis, je n'oublierai pas non plus quelque chose dont on a parlé ici, Elliott Geoffroy. C'est la société de vigilance. À un moment donné, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, vous êtes intervenu pour expliquer, voilà, maintenant vous allez vous protéger vous-même. La société de vigilance, c'est-à-dire vous allez être, prenons l'étymologie, vous allez être votre propre vigile, votre propre vigie. C'est à vous de vous retourner dans la rue. Il a expliqué ça. C'était après les attentats.
Et donc la société de vigilance, c'est le transfert de la puissance publique à l'impuissance publique. C'est la privatisation de la sécurité. C'est-à-dire, moi, non possumus, moi, l'État, je peux plus rien faire pour vous. Je peux plus assurer votre sécurité. Et donc, la société de vigilance, ça veut dire assurer votre sécurité tout seul. Mais c'est pas fini. J'ai autre chose à vous dire, Monsieur le Président, pour que vous partiez. C'est que vous avez menti aux Français. Vous aviez promis 15 000 places de prisons supplémentaires. On les attend toujours. Et aujourd'hui, les prisons sont pleines. Et du coup, les juges prennent ce prétexte dans les chambres de comparution immédiate pour ne pas mettre en prison les racailles, parce que, soi-disant, les prisons sont pleines. En fait, vous avez suivi l'idéologie de votre garde des Sceaux, Dupond-Moretti, qui disait, tenez-vous bien, la prison, c'est l'école du crime, l'école de la récidive. Voilà ce que vous pensez, vous, la gauche judiciaire, dont vous êtes le chef, la gauche idéologique qui considère que la prison, voilà l'ennemi. Au nom de la réadaptation sociale du délinquant. C'est une idéologie mortifère. Et puis, j'oublie pas non plus que vous n'avez pas donné à la langue française sa portée pratique, obligation de quitter le territoire, 10% seulement d'obligations de quitter le territoire qui ont été exécutées. Je pense en cet instant à la petite Philippine, à Lola et à toutes les autres. Donc, en fait, vous avez renversé la pyramide de la justice. La justice ne juge plus au nom du peuple français, elle juge au nom d'elle-même, au nom de son idéologie, au nom du caprice du moment. C'est très grave ce qui s'est passé dans le Gers, parce que c'est l'allégorie de l'échec d'une politique de dilettante. Emmanuel Macron, Philippe de Villiers, a parlé de dysfonctionnement et de failles. Est-ce qu'on est face à une série de dysfonctionnements, et les mots ont un sens, ou est-ce qu'on est face à un scandale d'État ? Allons même plus loin, est-ce que c'est un fait divers ou est-ce que c'est un fait de société ? Moi, je pense que les Français, en ce moment, nous répondent. Ils répondent à notre place. Dysfonctionnement ? Attendez, dysfonctionnement, c'est quand il y a un papier qui n'est pas arrivé à la préfecture, parce qu'il y a le sous-préfet qui a oublié de prévenir le préfet. Ok, dysfonctionnement. Un dysfonctionnement, c'est quand il y a une faute individuelle. Là, on est devant un scandale d'État, c'est très différent, qui concerne tous les ministères, aussi bien le ministère de l'Éducation nationale, faillite de l'école, que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Et donc, qui concerne le Premier ministre, d'ailleurs, qui s'est exprimé, pour essayer lui aussi de se dédouaner, hurler avec le peuple, en croyant que ça va le dispenser de présenter sa propre responsabilité. Le garde des Sceaux, qui sera sur une grande chaîne ce soir pour se justifier en expliquant « c'est scandaleux ». Ben, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. C'est la première fois dans toute l'histoire de toutes les républiques qu'on a des hommes politiques qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Alors je vais aller au fond des choses et je vais vous répondre. C'est un scandale d'État d'une portée politique majeure. Plus rien n'est comme avant. Les Français vont faire un vote auquel ils ne pensaient pas, qui sera un vote de protestation ultime, en disant à celui qui sera élu « sauvez-nous ». Pas simplement redresser le pays. Sauvez-nous, sauvez nos enfants, sauvez nos familles, sauvez notre pays, sauvez nos campagnes, sauvez-nous. Pourquoi l'État a-t-il été inventé ? L'État régalien. L'État a été inventé dans un échange. Parce qu'avant l'État, il y avait des tribus qui se faisaient justice elles-mêmes. Avec l'État, il n'y a plus de tribus. C'est à partir de Clovis. Il n'y a plus la faïda, la vengeance. C'est fini. C'est-à-dire, on transmet son droit à la vengeance, on le transmet à l'État en disant à l'État, bon ben, vous prenez en compte ma protection. En d'autres termes, l'État régalien, c'est un échange entre l'impôt et la protection. Je verse des impôts, mais l'État me protège. Je constate aujourd'hui que je verse des impôts, mais que l'État ne me protège pas. Donc, il y a mal donne. L'échange n'est plus synalagmatique, comme disent les juristes. C'est un échange truqué, c'est un échange tronqué. Je note que, en fait, nous versons des impôts pour des choses qu'on n'a pas voulu, par exemple l'immigration invasive, on nourrit, on blanchit, on loge des migrants clandestins partout à nos frais. Il y a une chose que l'État ne fait plus, que l'État ne fait pas, c'est la protection. Et donc on est dans une situation pré-mérovingienne. Je m'explique à travers cette métaphore. Les mérovingiens, c'est quand des gens se sont dit, les Français se sont dit, personne ne nous protège, donc je creuse ma douve, j'installe mon donjon, mes chicanes, mes échauguettes, et je dis à mes amis alentours qui travaillent dans les apanages, venez, je vais vous protéger, et
on a les meurtrières pour se défendre. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui va se passer si ça continue. En d'autres termes, le déséquilibre entre l'impôt qu'on paye est de plus en plus lourd et la protection de plus en plus absente, on va vers les milices. On va vers ce que Gérard Carrérou a appelé avec beaucoup de courage les prémices de la guerre civile. Et j'ajouterai quelque chose de cocasse. Finalement, il y a une chose qui marche bien en France. Il y a un service qui marche bien en France, c'est le recouvrement de l'impôt. Ça marche. Et vous avez intérêt à être ponctuel. Sinon, on vous tombe dessus. À partir du moment où le recouvrement de l'impôt marche bien et que les autres services rendus à la population ne fonctionnent plus, c'est la faillite de l'État. C'est la béance. Nous sommes dans cette situation. Oui, c'est un scandale d'État parce que c'est tout qui s'effondre. Quand l'hôpital ne soigne plus, quand l'école ne transmet plus, quand la justice ne protège plus, il n'y a plus d'État. Lorsqu'une enfant disparaît puis est retrouvée morte, et que l'on découvre ensuite que des alertes ou des signalements antérieurs auraient pu exister autour d'un suspect, il est normal que l'émotion soit immense et que des questions très dures soient posées aux institutions. Une société attend de ses services publics qu'ils protègent les plus vulnérables. Quand un drame de cette nature survient, beaucoup de citoyens ont le sentiment qu'il y a eu une rupture quelque part dans la chaîne de protection. Ce ressenti mérite d'être entendu